Alors, il n'y a pas de plan de table particulier. Je réponds déjà à vos questions. Merci en tout cas à vous d'ouvrir ce premier échange autour de la formation des professionnels et des patients à la santé numérique. Voilà, nous faisons tous le constat d'une accélération d'applicatifs numériques dotés d'IA dans notre quotidien, mais aussi c'est l'objet de notre table sur nos métiers de santé. De formidables opportunités s'offrent à nous avec la mise en place de développement continu, d'outils prédictifs, d'outils de diagnostic, d'outils de coordination et de suivi, des innovations qui augmentent les compétences des professionnels, accélèrent le temps, permettent d'accompagner encore plus de patients et de proposer des soins toujours plus personnalisés, d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Bref, ce que nous cherchons tous. Pour autant, les promesses sont porteuses d'espoir, mais elles répondent aussi à des accès d'enjeux aux soins. On l'a vu tout à l'heure et ça a été bien évoqué aussi dans les discours d'ouverture, qui sont si prégnants, en particulier sur notre territoire en Centre-Val de Loire, avec une faible densité médicale. Et pour autant, ce sont souvent des outils et des solutions qui sont adaptés à des actes spécifiques. C'est-à-dire, on répond à une problématique sans pour autant penser au parcours du patient dans son ensemble. Ce sont des innovations qui sont très régulièrement appelées à revisiter aussi, et on l'a vu, c'est évoqué, l'ensemble des usages des missions, des parties prenantes. On pense évidemment aux professionnels de santé, ça va être l'objet de notre échange. On pense aux patients, mais on pense également aux porteurs de solutions qui très souvent résonnent par rapport à leur propre environnement numérique. D'où nos problèmes souvent d'interconnexion des logiciels métiers, mais qui créent aussi notre difficulté d'organiser un parcours patient sans faille. Des outils d'innovation qui créent de fait des nouvelles données et à traiter, donc qui bousculent la chaîne d'acteurs associés à l'utilisation de ces données. Et ce sont aussi des nouvelles compétences qui sont attendues tant de la part des professionnels de santé que des patients. Bref, on est dans un monde qui change, on le voit, un monde de plus en plus numérique, bientôt augmenté par l'IA. Le secteur de la santé est touché de plein fouet. Et j'ai envie dès à présent de poser ma première question à Denis Engoulevent, qui est doyen de la faculté de médecine, mais qui est également cardiologue, professeur en cardiologie. Faculté de médecine, je le rappelle, qui accueille 7000 étudiants par an, dont 1600 en première année. Voilà, vous avez des enjeux forts de leur formation. Donc, deux premières questions. Vous avez deux casquettes, donc deux questions. La première, c'est vous, en tant que professionnel de santé. Quelle est votre perception de l'impact de ces outils numériques sur vos métiers ? Et puis, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les enjeux aujourd'hui de formation pour nos futurs médecins, mais pour nos professionnels de santé que vous identifiez dès à présent ? Alors merci pour votre invitation et pour l'organisation de ce colloque qui tombe en plus à une période où on a beaucoup de débats sur le sujet. Alors c'est vrai, moi je vais vous répondre à la fois comme médecin, comme cardiologue qui est confronté à la transformation des pratiques. Alors j'ai encore une petite activité clinique, même si moins maintenant, mais également comme doyen d'une faculté de médecine. Alors une faculté de médecine, vous savez, ça s'appelle une UFR. Donc il y a formation, mais il y a le R de recherche. Alors je sais que ce n'est pas forcément le sujet principal aujourd'hui, mais j'en parlerai aussi parce qu'on doit faire les deux. Et là, il y a vraiment un champ d'expérimentation pour les deux. Et on doit donc former des professionnels capables d'exercer dans un monde de soins qui a été profondément transformé par le numérique et qui va l'être de plus en plus. Finalement, la vision... Et je ne détaillerai pas le contenu de nos formations, parce que ça, c'est le professeur Drifa Moussata, qui est notre chargé de mission, justement, en numérique et costume, qui en parlera dans cette table ronde. Mais le fond du problème pour nous, c'est pas de savoir est-ce qu'on va utiliser le numérique en santé. La réponse est évidente. On a eu l'année dernière un colloque avec l'Académie de médecine. Il y a des académiciens. Alors, il n'y a pas que des jeunes dans les académiciens. Et en l'occurrence... Celui qui a fait la remarque la plus intéressante sur le sujet, il a 90 ans passés. C'est un vieux chirurgien, très très alerte. Et la question le pavé qu'il a lancé lors des débats, c'était de dire, mais la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à un médecin qui n'a pas utilisé les outils d'IA à sa disposition pour mieux soigner les malades. Puisque je rappelle que nous n'avons pas d'obligation de résultat, je le regrette, hein, mais on a une obligation de moyens. Et donc s'il y a des outils, on doit les utiliser. Et donc, on doit former nos étudiants à les utiliser, mais donc, en ne perdant pas de vue que notre objectif est de former des médecins compétents, humains, porteurs de notre exigence de responsabilité sociale. C'est-à-dire que nous, ici à Tours, quand je dis nous, parce qu'il y a Drifa qui est aussi enseignante à la faculté de médecine,
nous formons des médecins pour notre territoire, celui de la région Centre-Val de Loire. Mme Beauchamp, il sera sensible, mais c'est vrai, c'est ça qu'on doit former. Donc des médecins qui sont prêts, formés, compétents à soigner les gens de notre région, qui gardent un esprit critique, qui sachent faire de la médecine humaniste, de la médecine clinicienne, et qui sachent quand et comment utiliser les outils merveilleux qu'on développe aujourd'hui grâce au numérique, au digital, à l'intelligence artificielle, pour le bien des patients. Donc on a des objectifs à la fois de compétences, d'efficience et de toujours garder un esprit critique, parce que la médecine, c'est pas de la magie, l'intelligence artificielle non plus. Voilà. Merci beaucoup. Ça fonctionne pas. Je pense que ça y est, il fonctionne. Merci beaucoup. Et donc, des solutions concrètes aujourd'hui sont mises en place au niveau de la faculté de médecine, mais pas que. Et là, je me tourne vers Drifa, puisque Drifa, je vous présentais tout à l'heure, vous avez aussi plusieurs casquettes, à la fois enseignante au sein de la faculté de médecine, mais également vous exercez. Et vous avez depuis quelques mois, voire années peut-être, le portage du projet Ecosnum qui devient maintenant un vrai dispositif de formation. Et est-ce que Ecosnum est une première réponse aux enjeux identifiés par Monsieur le doyen ? Merci Isabelle, merci à tous de m'avoir invitée. Et alors Ecosnum, c'est l'histoire de Patrice Diot, notre doyen qui a précédé Denis, était venu me voir parce que parmi nos collègues, j'étais une grande adepte de la téléconsultation. L'outil était déjà bien présent et donc Ecosnum, c'est le fruit d'une collaboration et c'est une réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui est... alors nous on était lors de la deuxième vague, mais quoi qu'il en soit, chaque université a mis en place un ensemble de formations qui permet à nos étudiants de se former au numérique. Il faut savoir que c'est parti d'un décret en novembre 2022 où on demandait aux universités de former nos étudiants. C'est l'enseignement des 28 heures avec les 5 modules. Et donc, nous avons élaboré un ensemble d'enseignements, une base commune destinée aux étudiants en santé, que ce soit social, médico-social, sanitaire. Et ce parcours formation part de cette base, mais également mise en place d'unités d'enseignement et d'unités d'enseignement recherche. Puis l'idée, c'est de permettre à nos étudiants d'accéder à un master et pour la formation initiale et la formation continue, de mettre en place de la simulation, une immersion virtuelle pour maîtriser ces outils. Alors c'est tout un champ qui s'ouvre à nous, c'est toute une modification, on va dire, du paradigme de l'étudiant et de l'enseignant, de la place, et puis surtout la place du patient au sein de la formation de nos étudiants. Donc une merveilleuse expérience qui va continuer et j'espère que ça va faire boule de neige et notamment avec le Liustech Lab qui est vraiment le laboratoire Living Lab où se croisent, on fait du transversal en continu et puis de la recherche et avec donc la particularité d'Ecosnum par rapport aux autres projets qui avaient été déposés, c'est que l'université implique beaucoup les sciences humaines et sociales. Et l'idée d'Ecosnum, c'était de se dire, eh bien, on ne va pas que travailler sur l'acquisition des outils et l'esprit critique, mais on va se dire, qu'est-ce qui fait qu'un professionnel de santé développe des freins à l'utilisation et à l'acquisition de ces nouveaux outils qui sont de toute façon incontournables. Et il faut accompagner les professionnels et nos jeunes étudiants qui seront les professionnels de demain. Et puis peut-être préciser aussi, Drifa, qu'il y a une assise, en tout cas de consortium, qui est large et qui certainement
illustre l'objectif et l'enjeu et l'ambition que vous portez au niveau de la région, c'est-à-dire que vous l'avez cité, ça part de la faculté de médecine qui a été bousculée par cette demande-là, mais vous êtes allé chercher des partenaires assez variés et qui jouent, en tout cas qui sont des partenaires importants en région sur le sujet de la santé. Tout à fait. Alors, ce consortium regroupe donc l'Université de Tours et l'Université d'Orléans, les deux CHU, et puis l'ARS, également Vive 3, le GRAD, l'ITS, la Croix-Rouge, qui regroupe donc à chaque niveau des professionnels de la santé. Et c'est ce travail en commun qui nous a permis, on a ça en commun finalement, c'est de se dire comment former nos étudiants à l'utilisation et à la maîtrise et étudier les freins qui émergent de ces outils. Et un des sujets qui avait été évoqué lors de l'appel à projet, en tout cas de la Constitution, ça a été aussi comment faire en sorte que le parcours soit fluide pour le patient et que finalement l'approche qui est proposée aux médecins soit aussi celle un peu identique, en tout cas qu'on ait un fil conducteur par celle qui sera adoptée aussi au niveau des équipes médico-sociales par exemple, mais qu'il y ait une structuration et que les uns et les autres se parlent aussi dans les formations pour qu'on ait un fil conducteur qui soit profitable finalement pour le patient qui sera accompagné. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la bonne utilisation, c'est la communication et créer un réseau. Et dans cette région, alors moi je viens de Lyon, où la densité est beaucoup plus importante. Et ce qui marque la région centre, c'est quand même ce désert médical. Et donc il faut créer un réseau. Et ces outils-là sont des outils très utiles au développement et au quadrillage de la région pour tous les professionnels. Et puis encore un point aussi toujours sur Ecosnum, Drifa, on s'était vu il y a 2 ans lors du dernier colloque, on avait parlé du lancement du dispositif, de la préparation de ce projet. Maintenant, vous le lancez. Donc ça veut dire concrètement, les premières formations vont pouvoir se mettre en place sous quel calendrier ? Alors, les formations ont déjà débuté. Donc, les bases, les 28 heures ont déjà débuté depuis l'année dernière. Et puis, cette année, il y a l'unité d'enseignement libre aux étudiants en santé qui a été mise en place. L'unité d'enseignement recherche, ça sera pour la rentrée prochaine. Et le Master 2, puisque cette URB va permettre aux étudiants d'accéder à un Master 2 est prévu pour 2027. Pour ce qui est de la formation continue, on va mettre en place ensemble des formations et notre chef de projet, Seifou, qui est arrivé en janvier, a déjà enclenché beaucoup de choses et c'est une véritable dynamique et le USTEC Lab fait partie de cette dynamique pour mettre en place ces formations et sur le plan du calendrier, on espère à partir de la rentrée prochaine mettre en place ces formations. Voilà. Donc on voit de toute façon très concrètement un dispositif qui avance et des réponses apportées aux enjeux identifiés en particulier par Monsieur le doyen. Je me tourne vers Jean-François Favenne qui est DRH au sein de Vive 3 Centre Val de Loire. Alors la transition est un peu toute faite puisque Vive 3 Centre Val de Loire est partenaire, on le disait, d'Ecosnum à travers la formation continue. Donc ça veut dire que ce sont des formations qui vont s'adresser plutôt à un public médico-social. La question que Jean-François, j'ai envie de te poser, c'est qu'en termes d'enjeux de formation, quels sont-ils pour Vive 3 Centre Val de Loire, en particulier autour des enjeux de formation, des outils numériques pour nos professionnels de santé du médico-social? Merci. Je crois que ça a été très très bien exprimé. Le numérique est devenu un incontournable. Chez Vive 3 Centre Val de Loire, on part du postulat que la formation n'est pas un coût, mais un investissement stratégique. Si on veut que nos collaborateurs évoluent dans leur métier de par les évolutions technologiques, numériques qui peuvent exister, il faut que la formation elle puisse suivre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, le numérique aujourd'hui, dans le cadre des formations qui sont dispensées chez Vive 3 Centre Val de Loire, occupe une place de plus en plus croissante. Juste quelques chiffres, mais très très brefs. J'en donnerai juste 3. Aujourd'hui, la formation chez Vive 3 Centre Val de Loire, c'est plus de 3% de la masse salariale qui y est consacrée. C'est à peu près 500 actions de formation qui sont déployées chaque année. C'est
à minima, un collaborateur sur 2 qui bénéficie d'au moins une formation chaque année. Donc on voit que juste à travers déjà des chiffres plutôt généraux, c'est quelque chose qui est très prégnant. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les outils, les outils liés à nos métiers qui sont de plus en plus utilisés, pour lesquels on doit systématiquement être de mieux en mieux accompagné. Et aujourd'hui, on voit que ça, c'est aussi un levier essentiel pour nous. Et je rajouterais juste à ça qu'en plus, on a un format distanciel qu'on n'a peut-être pas connu il y a quelques longues années en arrière. Et aujourd'hui, sur des formations liées aux outils, par exemple, aux outils métiers, c'est à peu près de l'ordre de 30-35% à peu près de nos formations qui sont dispensées en format distanciel. Mais je crois qu'au-delà de la maîtrise des outils, métiers en tant que tel, l'enjeu, il est surtout d'accompagner les évolutions de l'organisation et l'évolution des pratiques professionnelles. On parle de parcours, on parle de nouveaux usages, on parle de nouvelles données. Ouais, mais concrètement, ça veut dire aussi des nouvelles compétences pour nos salariés. Donc la formation, elle est clé, effectivement, pour nous chez Vive 300 Val-de-Loire. Merci Jean-François. Je vais me tourner vers Dominique Beauchamp. Donc vous êtes président de France Asso Santé sur la région Centre-Val de Loire. Donc vous accompagnez les patients, vous êtes la voix des patients et sur différentes délégations, j'ai envie de dire représentations d'associations. La question qui se pose, c'est au niveau des patients, quels sont les retours qu'ils peuvent vous faire par rapport au développement de ces outils numériques et quels sont les impacts en fait, que vous percevez vous de la part de vos adhérents? Alors bien souvent, les patients sont contents des innovations sur le numérique. D'abord, pour eux, il ne faut pas oublier que c'était le droit d'accès à leur dossier facilement, sans passer par le médecin. Ça, c'est important pour eux. Beaucoup de patients nous disent qu'ils font le lien avec ces outils numériques entre la ville et l'hôpital. Donc ça, c'est important parce que quelquefois, effectivement, les lettres à la sortie de l'hôpital ne sont pas forcément rendues au moment où il faut. Oui, non, mais je sais bien. C'est l'avantage de la double casquette. Voilà. Donc, la plupart des patients... Puis, il ne faut quand même pas oublier que les patients et les familles de patients ont été très contents pendant le Covid d'avoir les tablettes. C'était le seul lien entre la famille et les malades, puisque les familles n'avaient plus le droit d'aller voir leurs proches dans les institutions. Donc heureusement qu'il y a eu ça, parce qu'autrement, ça a déjà été très terrible, mais bon, voilà. Le problème, c'est que les usagers, bien souvent, ont un problème d'âge. Donc, ils ne sont pas de l'époque des outils. Alors, ils s'y font tout doucement, mais pour eux, c'est quelquefois difficile d'utiliser un outil numérique. Alors, ils vont utiliser un téléphone, un iPhone, utiliser un PC, mais alors après, pour pouvoir aller au-delà, ça devient plus difficile. Et puis, il y a également, et ça c'est malheureux, mais c'est beaucoup dans la région Centre-Val de Loire, et surtout dans le bas, dans le sud, il y a les zones blanches, où rien ne passe. Donc on a encore dans le Berry des endroits où il n'y a pas la fibre, et où ça ne passe pas du tout, et on ne peut pas faire certaines choses. Donc voilà. Et justement, je pense à des éléments que nous avions évoqués, professeur Engoulevent, sur l'évolution des pratiques concernant vos débuts, quand vous avez démarré en tant qu'interne au CHRU. Et aujourd'hui, les pratiques ont évolué, l'afflux de données a évolué. Vous avez la possibilité certainement d'avoir beaucoup plus de données, je le disais, qui permettent d'aller plus loin, de prédire, de diagnostiquer, mais qui bousculent complètement vos pratiques. Je trouvais intéressant que vous puissiez un peu nous illustrer aussi ces évolutions. Alors oui, et je voudrais mettre ça en parallèle aussi avec un élément. Vous avez parlé de l'âge, et vous avez parlé des patients, et dans l'ensemble, les patients sont plutôt âgés, ça tombe bien.
Mais nous, par contre, ceux qu'on forme, ils sont très jeunes. Et ils sont nés avec des trucs comme ça dans la main. D'ailleurs, vous savez, il y a un petit nom, les enseignants du secondaire nous disent, vous allez voir arriver les ados l'écran. Oui, mais ils sont beaucoup plus doués que nous et beaucoup plus rapides à se saisir de ces outils que même nous. Alors effectivement, une des choses dont on avait parlé quand on a préparé cette table ronde, et ça a été évoqué à plusieurs reprises là, c'est la massification des données qui sont produites, qui sont disponibles. Et j'avais raconté une histoire quand j'ai pas fait mon internat à Tours, j'ai fait mon internat à Lyon comme Drifa, même si on est lyonnais ni l'un ni l'autre, mais c'est pas grave. Quand j'étais interne de cardiologie, il y avait déjà des ordinateurs bien sûr, mais ils servaient assez peu pour autre chose que l'enregistrement administratif des patients. Et donc les prises de sang faites le matin, sauf problème particulier, ou quelqu'un le laboratoire vous appelait, les résultats arrivaient dans l'après-midi, sous forme d'ailleurs de bannettes, de feuilles imprimées, qu'il fallait ranger dans les dossiers. Bon. Les étudiants en médecine aujourd'hui, vous leur parlez de ça, et vous dites, qu'est-ce qu'ils racontent ? Aujourd'hui, les prises de sang faites à 7h du matin, à la visite à 9h, on a tout sur un écran. Alors c'est super, ça va plus vite. Mais en fait, tout va beaucoup plus vite. Les patients aussi à l'époque, quand ils faisaient un infarctus du myocarde, c'est ma spécialité, ils restaient 15 jours à l'hôpital, aujourd'hui 2 jours. Et le nombre de patients augmente et on soigne des patients de plus en plus vieux. Et en fait, c'est aussi là un petit peu, peut-être la promesse non tenue du progrès digital. C'est qu'on nous dit, et j'entends les gens dire, c'est formidable, on va aller plus vite, on va pouvoir soigner plus de patients, mais en réalité, il y a de plus en plus de déserts médicaux. Alors c'est vrai que sur une semaine à l'hôpital, on va pouvoir soigner plus d'infarctus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais à quel prix ? À quel prix pour les patients ? À quel prix pour les soignants ? À quel prix pour l'environnement ? Parce que tout ça, évidemment, ça consomme de l'énergie, il y a un impact environnemental. Et nous, comme médecins, on a un devoir de vision du One Health. Et c'est pour ça que dans nos formations, ça doit être pris en compte. Quelles sont les limites du numérique ? Je ne peux pas non plus me dire, je fais la visite. On peut quasiment le faire aujourd'hui. Sur un écran d'ordinateur, depuis mon bureau à l'hôpital, je peux voir les résultats de tous mes patients, les constantes de tous mes patients. À la limite, pourquoi aller les voir ? Ben si, il faut aller les voir parce que le métier, c'est de soigner des gens et pas des chiffres sur un écran. Donc on a quand même besoin, dans le cadre du progrès numérique, on a une obligation de s'en servir, on a une obligation de mise à disposition de nos patients des moyens, mais on doit savoir où est la juste distance entre la pratique de l'art médical et la pratique de la science et l'utilisation des progrès scientifiques. Et ça, c'est vraiment critique. Et effectivement, nous, on fait partie de ces générations qui sont passées des prescriptions écrites à aujourd'hui, on clique sur un ordinateur. Et d'ailleurs, on pense qu'on en a discuté il n'y a pas très longtemps avec le CHU, il faut qu'on fasse des exercices de réaction face à une cyberattaque où du jour au lendemain, on n'a plus d'ordinateur à l'hôpital. Mais les malades, eux, ils ne vont pas disparaître. Un matin, il n'y a plus d'ordinateur, il y a une cyberattaque, mais les malades sont là. Et il faut continuer à les soigner. Et ça, nous, on saura faire parce qu'on l'a fait. Les plus jeunes, je ne suis pas sûr, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et donc, il faut qu'on s'entraîne. Alors, sur la problématique des patients qui restent 2 jours à l'hôpital, je souligne que nous avons un centre médical de réadaptation Bois-Gibert et nous accueillons des patients pour les accompagner justement sur la suite de cet infarctus et les bonnes actions, en tout cas les bonnes pratiques à mettre en place. C'est grâce à ça qu'il ne reste que 2 jours, c'est parce qu'il y a Bois-Gibert derrière. Voilà, exactement. Merci. Tout ça pour faire la transition avec Dominique, pour en effet indiquer que la formation du patient est essentielle, tant dans sa pathologie. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des outils, des pratiques que vous mettez en place pour les accompagner sur ces sujets ? C'est une des formations sur le numérique que l'on fait pour les représentants d'usagers. Donc, on a ouvert un groupe de travail sur la santé en numérique pour justement voir les freins, voir ce qui existe. Donc, c'est un petit peu ce que l'on vient de dire. On fait de nombreux webinaires avec les représentants d'usagers sur tout ce qui existe, en particulier en partenariat avec la CPAM et sur le dossier patient.
On va faire en octobre des assises de la santé numérique où là, on va inviter aussi bien les représentants d'usagers que les professionnels et, si on peut, le public. Ça dépendra la place qu'il y aura dans les salles. Mais justement, en faisant discuter aussi bien le GRAD, l'OMIDIS, la CPAM, parler un peu de globules, parler de tout ça pour que justement informer tous nos représentants d'usagers. Je dirais que je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Engoulevent. Tout ce qu'on a en numérique, c'est très bien, mais c'est l'humain qui a la finalité de la chose. Donc il n'y a pas... ça va nous aider, effectivement. Peut-être que ça va aller plus vite, mais il faut l'humain au bout et en dernier. Et j'ai envie d'illustrer aussi cette innovation et le numérique. Ça donne aussi accès à des nouvelles pratiques et des nouveaux outils. Là, je me tourne vers Jean-François. On a des nouveaux outils qui se mettent en place au sein de Vive3 Centre Val-de-Loire. Est-ce que tu peux nous en illustrer et peut-être apporter quelques éléments sur ce sujet ? Oui, quelques précisions. Dans ce que vous avez décrit, je pense qu'il y a la première des questions qui peut se poser aussi, c'est l'accessibilité de la formation aussi aux professionnels de soins, aux professionnels de santé. Et je crois que l'ère, elle est passée, hein, l'ère où on a des formations strictement présentielles, 2 fois 7 heures, vous voyez, à tel moment, etc. Je crois qu'il faut un peu... faut pas l'enlever. La formation présentielle, elle est essentielle, bien évidemment, mais il faut donner des modules de formation, d'information en continu. Aujourd'hui, le professionnel, il a le souhait de pouvoir se former en continu quand il veut. À n'importe quel moment de la journée, il veut pouvoir accéder à tel ou tel contenu. Et je crois qu'à côté de ces modules classiques de formation en présentiel, il y a déjà cette notion de plateforme en ligne. C'est le cas chez Vive3 Centre Val-de-Loire. On a ce qu'on appelle l'académie depuis des années qui est en place et qui permet aux professionnels de se former à des sujets qui sont soit en lien directement avec leur métier, hein, on parle d'outils, etc., mais avec aussi, je pense, les limites du numérique. C'est-à-dire, voilà, la RGPD, là-dedans, elle va jusqu'où ? Bon, ben voilà, tu peux te former, tu peux y accéder, et tu peux y accéder à n'importe quel moment de la journée. Que tu sois sur ton lieu de travail, que tu sois chez toi, peu importe, tu t'organises comme tu veux. C'est un exemple. Je pense que l'intelligence artificielle générative, c'est pareil. Tout le monde en entend parler, et puis on dit tout et un peu n'importe quoi, il faut bien le dire aussi sur le sujet. C'est important aussi de pouvoir recadrer les choses. Et je crois qu'on a une vraie conviction qui est que la formation, elle doit venir aux salariés et pas à l'inverse. Il faut que la formation, elle s'adapte aux contraintes des salariés, aux contraintes des entreprises. Donc ça me semble déjà être un premier point. Et après, sur un exemple peut-être plus concret en termes d'innovation en lien avec le numérique, en lien avec les innovations technologiques, on a mis en place depuis relativement peu de temps maintenant un système de mobile bucco-dentaire qui va se déplacer justement dans le sud du département, par exemple, où il y a des besoins. On sait que c'est plus compliqué d'aller trouver les patients. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi ? C'est possible parce que justement... l'évolution technologique, l'évolution du numérique est passée par là et qu'on peut faire un certain nombre d'actes de soins, pas tous bien évidemment, clairement, mais un certain nombre d'actes de soins en se déplaçant. Donc ça paraît indispensable. Et encore une fois, il y a l'outil, mais il y a la formation. L'outil sans la formation, ça ne peut pas fonctionner. Et Drifa, on a bien compris qu'Ecosnum était vraiment tourné vers nos professionnels de santé. Est-ce qu'il y a un moment, un module qui serait envisagé pour les patients, pour faire le pendant justement de la formation des patients, et ça fait le lien aussi avec un projet ou en tout cas un sujet qui est porté aussi par la faculté de médecine sur la formation du patient, alors partenaires, experts, voilà. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est que on parle d'outils, mais il me semble que et c'est là que le numérique est intéressant, c'est que il ne s'agit pas que de maîtriser l'outil, il s'agit également d'évaluer le besoin du professionnel et du patient à utiliser cet outil. Et donc, je pense que
Alors, ce qui est extraordinaire, et comme le disait Denis, c'est que nous, on fait partie de la génération où on voit évoluer les choses et que nos étudiants en connaissent beaucoup plus que nous. Mais n'empêche que ce pas de côté, où on a peut-être un sens critique un peu plus poussé sur l'évolution et les limites. Et c'est très bien d'avoir parlé de l'éco-responsabilité, hein, parce que ça consomme toutes ces techniques. Et donc, à mon sens, l'immersion, la pratique, se mettre dans la situation où vous avez le professionnel, vous avez le patient, vous avez au niveau d'un... Et Justec Lab y a bien compris depuis très longtemps, c'est que vous analysez, vous faites évoluer les pratiques, l'outil dans le même écosystème. Et donc, dans Ecosnum, il est prévu des formations et le Cube en est un type de formation. Vous avez une simulation d'une situation et des partenaires qui travaillent ensemble. Et ça me semble, dans la pratique et dans la pédagogie, et c'est pas pour rien que les centres de simulation existent dans les universités, c'est qu'on a très bien compris que ça devait aussi passer par là. Et que ça demande un temps également de présence et on ne peut pas aller plus vite que la musique non plus. Donc ce temps-là, il faut le placer. Et concernant le volet de formation patient? Alors, merci. Le patient, il est prévu dans le dispositif d'intégrer le patient, et Denis en parlera mieux que moi, mais l'université patient fait partie, et dans l'éducation thérapeutique également, il devient acteur. Il n'est plus objet, mais acteur. Et donc, on lui demande, on délègue en quelque sorte certaines tâches auprès du patient. Et donc, dans ces formations, le patient sera inclus dans la simulation, ce qui va permettre d'intégrer et notamment les associations de patients, mais également l'université patient. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais Denis va nous en dire un peu plus. Merci Delphin. Oui, alors en fait, se développe un peu partout, et notamment chez nous, le département universitaire des patients. Il s'agit d'impliquer les patients dans la formation et également dans la recherche. Alors la formation des professionnels de santé, en se basant notamment sur toute la thématique des savoirs expérientiels. Alors simplement, je ne vais pas aller dans la rue en disant qui veut venir m'aider à former les étudiants en médecine, parce que quand vous faites ça, alors vous avez des gens qui vont venir vous aider, puis vous avez un certain nombre de gens qui sont dans une quête, dans une mission, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la science. Donc on a besoin, nous, des patients, donc on met en place, alors ça vient surtout de nos collègues enseignants de médecine générale, parce qu'ils ont été pionniers en la matière depuis longtemps. Ils ont des groupes de patients experts, des gens qui se sont formés, pour faire le lien justement entre le savoir expérientiel et nos étudiants. Et on est en train de mettre en place, alors ça prend des formes très diverses. Par exemple, faire un cours sur l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, juste 16 millions en France d'hypertendus, première cause de mortalité dans le monde. Ça tue plus pour l'instant que les moustiques ou que les bombes. Mais ça fait moins peur parce qu'on ne s'en rend pas compte. Sauf quand on a fait un AVC, bien sûr. Et donc, c'est très difficile d'expliquer à des étudiants, ce que c'est que d'annoncer un diagnostic d'hypertension artérielle, parce que le patient ne sent rien. Vous allez chez votre médecin, il vous prend la tension, vous fait revenir, il la reprend et vous dit il faut prendre des médicaments. Bah, je vais bien, je sens rien. Pour éviter de faire un AVC dans 20 ans. C'est super vendeur. Donc en fait, là, on a besoin, nous, de patients qui sont passés par ça et qui vont dire voilà les mots qu'il aurait peut-être fallu employer, voilà l'approche, puis l'approche, elle est personnalisée, etc. Donc on a besoin de patients pour effectivement nous aider à mieux former nos étudiants. Et pour participer à la recherche également, parce que les programmes de recherche que nous développons, pour lesquels nous allons chercher d'ailleurs des financements, in fine, ils sont destinés à améliorer la prise en charge, la prévention, le soin des patients, des usagers que représente un beau champ. Donc c'est très important qu'ils aient leur mot à dire. D'ailleurs, de plus en plus maintenant dans les appels d'offres, on demande à ce qu'il y ait un résumé vulgarisé qui sera relu par
des non-scientifiques, mais qui puissent dire écoutez, je comprends rien ce qu'ils veulent faire, mais comme c'est l'argent de tout le monde qu'on utilise pour faire ça, c'est normal que tout le monde puisse avoir quand même un petit avis, mais de gens formés. Donc on est en train de mettre en place le département universitaire des patients, et bien évidemment, dans les usages du numérique et des nouvelles technologies telles que porte le Youth Tech Lab, il est indispensable d'avoir l'impact, l'input des représentants des patients pour nous dire voilà ce qu'on attend, parce que sinon on va partir vers des trucs hors sol et probablement pas très efficaces, pas très efficients, et puis qui ne correspondent pas à notre vision de la médecine humaniste qu'on souhaite développer. Merci beaucoup. Donc on voit que les liens sont faits et sont engagés. Madame Beauchamp, ça y est. Vous êtes déjà, de toute façon, vous collaborez déjà sur des pratiques, des analyses de pratiques avec les étudiants en médecine. Oui, donc il y a eu une formation conjointement avec France Asso Santé et le département de médecine générale de la faculté. Donc nous avons formé une vingtaine de représentants d'usagers, mais également de patients experts pour cette formation. Et donc sur les 6 départements, il y a donc des GEAP pour les 3e années de médecine qui fonctionnent là depuis 2 ans et demi. Donc voilà. Et donc on commence également à travailler sur, parce que là on est sur les GEAP médecine, mais on voudrait travailler également avec les autres écoles de formation. Donc, qui ont besoin également de patients et de représentants de patients pour améliorer leur formation. Alors, je dis ça, donc sur ce département universitaire des patients, on est en collaboration avec mes collègues de l'UFR de pharmacie, d'odontologie, et au sein de la faculté de médecine, j'ai d'autres formations que la médecine, pour des questions universitaires qu'on héberge. Il y a notamment l'orthophonie, et les orthophonistes sont très impliqués. Les sages-femmes vont nous rejoindre l'année prochaine, deviendront un département universitaire et sont également impliqués dans ces démarches. Donc effectivement, on est en mode, non pas médecine, mais santé universitaire, en partenariat avec effectivement France Asso Santé. Merci beaucoup à vous 4 pour ces interventions. Je vais proposer à présent à nos auditeurs de poser leurs questions. Si vous avez des questions, des réactions par rapport à ce qui s'est dit, je vous laisse prendre la parole, madame. Je suis une ancienne correspondante de presse locale et internationale pour le journal Le Monde. Je reprends avec eux en ce moment. Et je vous confirme que nous sommes un des métiers, les journalistes, où nous sommes très, très touchés, concernés par les AVC, par les burn-out, comme les enseignants. Et c'est bien pour cette raison qu'il y a 30 quelques années, j'ai fait ça au Luxembourg, quand j'étudiais entre Luxembourg et Metz, et que j'ai eu de la chance. Au Luxembourg, on m'a sauvée. J'ai eu la chance d'avoir... On a un pays vraiment qui est très bien couvert au niveau hospitalier. C'est vraiment un petit pays, mais alors de ce côté-là, ils m'ont sauvé la vie, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut médiatiser parce que ça peut arriver... Moi, j'étais étudiante, hein. J'étais en situation précaire, boursière. Et je sais que ça peut arriver à beaucoup de jeunes. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'enseignante ou animatrice, ou dans tous les exercices de mes fonctions, je préviens les jeunes et je préviens les parents de faire attention à ne pas être trop longtemps sur les ordinateurs, parce qu'en effet, moi, ça m'a vraiment coûté très cher, Donc là, très jeune. Merci. Donc là, on est plus sur un partage de pratiques et de bon usage de l'outil. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour améliorer les parcours de formation, donc entre l'Université de Luxembourg et de Tours? Parce qu'en effet, Erasmus ne fonctionne pas avec le Luxembourg. Et moi, je suis là pour représenter le Luxembourg, pour qu'il y ait un accord qui soit fait entre les universités françaises et luxembourgeoises. Merci. Alors, d'une façon un petit peu plus générale, est-ce qu'il y a des accords avec d'autres universités en Europe sur ces sujets de la formation autour du numérique ? Oui, alors l'université de Tours en général, là c'est pas que la faculté de médecine, fait partie d'un consortium européen qui s'appelle Neolaya,
qui se développe sur tous les sujets de formation et de recherche, nos 2 missions, je rappelle. Et donc le numérique fait évidemment partie aujourd'hui de ses priorités, d'autant que là on parle du numérique en santé, mais on a des collègues qui font des études d'ingénieurs, des études de sociologie, je regarde Thomas qui est là-bas, de sciences humaines, d'art, de lettres, de langue, de physique, de mathématiques, et qu'évidemment, on a à la fois des gens qui utilisent le numérique et puis aussi des gens qui conçoivent les outils de demain, notamment sur le plan technique. Donc bien sûr, oui, c'est... Merci beaucoup. Thomas. Moi, j'avais un commentaire. J'ai eu un souvenir qui est un revenu un peu traumatique, effectivement, sur la bannette avec les fiches de biologie qu'il fallait trier quand j'étais étudiant en médecine. Et en fait, c'est extrêmement pertinent parce que qu'est-ce qu'il faisait l'étudiant en médecine? Il regardait s'il y avait des étoiles, s'il y avait du gras. Et puis souvent, il ne comprenait pas. Il se disait, mais c'est quoi la CRP ou c'est quoi le truc? Et c'était une manière d'apprendre quand même. Alors, c'était surtout très ingrat et très chronophage. Mais il y a un vrai problème, effectivement, quand le système tombe en panne, parce qu'il y a une panne d'électricité, parce qu'il y a un truc. Donc là, je regardais récemment, il y a des villes où il y a beaucoup de voitures autonomes. Quand il y a une panne électrique, il y a un embouteillage géant, c'est un vrai bazar. Et ça, c'est des nouvelles choses qu'il faut anticiper. On est dans une société, en plus, où il y a de plus en plus de protocoles, il y a de plus en plus de contrôles, il y a de plus en plus d'administration. Et c'est important aussi parfois de se questionner sur vraiment l'usage numérique qu'on va en faire. Par exemple, quand on veut coder notre activité, c'est assez facile en tant que médecin de passer plus de temps à dire qu'il travaille plutôt que de travailler, parce que ça prend beaucoup de temps à dire qu'il travaille, de coder, utiliser des logiciels parfois un peu obsolètes. Et en fait, il y a des solutions scientifiques, il y a des spécialités qui font ça, comme le design, l'utilisabilité, comprendre un peu les besoins de terrain et parfois voilà, comprendre un peu ces enjeux, pouvoir parler sur de l'UX, de l'expérience utilisateur avec un designer, si on a à l'hôpital par exemple, ou parler avec un informaticien, pouvoir comprendre un peu ces enjeux. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Et voilà, pouvoir donner aux étudiants un peu les outils qui existent au-delà de le produit fini, parce qu'en fait à chaque fois il va y avoir un usage différent, il y a toujours besoin d'adapter, je pense, les outils en fonction des services, des modalités d'exercice médico-social, médecine générale, libérale, à la maison. Il y a toujours des adaptations dans ces outils numériques. Et pouvoir avoir des soignants qui savent comment on peut penser ces adaptations, je pense que c'est très utile. Et parfois ne pas utiliser le numérique parce qu'il y a trop de dangers et c'est trop risqué. Je vais peut-être lui répondre. Ouais. Je vais saisir la perche que tu as tendue, Thomas. Alors, effectivement, notre temps, nous les externes, on rangeait les examens dans les pochettes en carton. Il n'y a plus besoin, parce que c'est dans le cloud de l'hôpital. Mais par contre, les externes, non, ils remplissent trajectoire. Ils continuent à faire un boulot ingrat. Trajectoire, c'est le logiciel qui permet de prévoir où va aller le patient à la sortie de l'hôpital quand il ne va pas rentrer chez lui. Par exemple, pour la Bois-Gilbert ou ailleurs. Et alors, tout le monde tous ceux qui n'avaient pas envie de remplir trajectoire ont décidé que c'était du médical. Et donc, ça revient aux étudiants en médecine de faire ça. Et c'est chiantissime à remplir. Bon. Mais en réalité, aujourd'hui, on se dit, avec un outil d'IA, et vous allez voir ce qu'il y a derrière la tête, ça va aussi répondre à votre question sur les comptes rendus. Un outil d'IA performant qui, à partir des éléments rentrés depuis que le patient est arrivé à l'hôpital, il était vu par un médecin qui a fait une observation, une infirmière qui a fait une relève, les résultats biologiques qui sont arrivés, les résultats d'imagerie, les actes qu'on a pratiqués, on a fait une choro, on a fait une endoscopie, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué d'avoir une IA agentique qui, à partir de ça, va remplir trajectoire et va produire le compte-rendu. Et d'ailleurs, l'hôpital compte beaucoup là-dessus pour fluidifier les parcours des patients, pour qu'on soit plus efficace, plus efficient, qu'on puisse en accueillir plus, qu'on puisse facturer plus, parce que je rappelle que l'hôpital, financièrement, il fonctionne s'il soigne des malades. Ça s'appelle la tarification d'activité. Et se poser derrière une question et ça a été très peu évoqué depuis le début, vous l'avez évoqué en préliminaire, c'est ces données, elles vont où? Qui les possède? Qui peut les utiliser? Est-ce qu'il y a une souveraineté locale, régionale, nationale? Est-ce que ça part à l'étranger dans des serveurs et on est asservi? On parlait du RGPD tout à l'heure, on est là-dedans. Et en fait, c'est toutes ces questions qui font que ça ne se développe pas aussi vite qu'on voudrait. Sans compter qu'en plus ça coûte cher,
qu'il y a des boîtes qui sont prêtes à le faire, mais elles vont nous le vendre à un prix ahurissant. Et donc, tous ces enjeux-là, ils font que, finalement, le pilotage du progrès lié au numérique en général et à l'IA en particulier, qui est un des pans du numérique, n'est pas aussi rapide et fluide qu'on le voudrait, parce qu'il y a les barrières, on en a parlé tout à l'heure, personnelles, mais il y a également des barrières un peu institutionnelles. Alors, on y travaille beaucoup avec la directrice du CHU Tours, qui est très intéressée par le sujet. On a mis en place des comités IA avec la formation. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, si je devais vous faire un programme, un rétro-planning de déploiement de tous ces progrès dont on a besoin, qu'on attend, qui seront au bénéfice des patients, avec les limites que j'ai déjà posées, je serais bien en peine de le faire. Et je crains fort... que si vous me réinvitez dans 2 ou 3 ans, ça n'est pas autant avancé que ce que je souhaiterais, alors que ça pourrait avancer très très vite. Je vais prendre un parallèle terrible, mais en quelques mois, les Ukrainiens ont développé des outils d'IA qui leur permettent de faire la guerre en perdant moins de soldats. Beaucoup plus vite que nous, des outils d'IA pour mieux soigner les malades. Bon, voilà, c'est un triste constat, mais c'est la réalité. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que disait Thomas, et c'est un point important, c'est l'éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à utiliser ces outils, non pas à tout va, parce que ça a un coût, et je crois qu'il faut le dire et le redire, et il faut que les étudiants en aient bien conscience. C'est Thierry Brouard qui me disait l'autre fois, on était en visio, on a éteint notre vidéo parce que il me disait ça consomme 10 fois plus de CO2. Et il y a des choses comme ça où l'étudiant doit apprendre à utiliser ces outils, savoir évaluer la pertinence, dans quel cas je l'utilise, dans quel cas je ne l'utilise pas, est-ce que je peux m'en passer, qu'est-ce que ça coûte. Je crois que c'est aussi important à bien prendre en compte. Me lever, c'est plus facile. Bonjour. Donc Adeline Boudet, je suis pharmacienne à l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie et j'ai en charge justement les filières et les parcours de la personne âgée sur la région Centre-Val de Loire. Et donc j'ai 2 questions. La première, est-ce que vos formations, donc peut-être pour professeur Moussata, est-ce que vos formations prennent en compte justement la montée en compétence de l'esprit critique des professionnels sur ces outils et professeur Engoulevent, vous en parliez là justement, lorsqu'un outil, un algorithme va générer des comptes rendus clés en main, est-ce qu'il y a une démarche d'esprit critique, d'analyse qui est prévue sur ces comptes rendus pour s'assurer qu'il y a un engagement justement de responsabilité des professionnels? Je pose la 2e question après, je pense. Merci de cette question parce que c'est vrai que c'est important. Je crois que l'esprit critique, on l'obtient quand on est bien formé. C'est-à-dire qu'on a toutes les données et savoir où on va et vers où on veut aller plutôt. Et donc oui, c'est inclus dans le dispositif des formations, mais je crois que c'est comme quand on apprend à un étudiant à lire un article, c'est-à-dire que vous avez un esprit critique par rapport à tout ce que vous avez pu lire autour. Eh bien, apprendre à maîtriser et à utiliser l'outil numérique, c'est aussi connaître son utilité. Ce que je viens de dire juste avant, c'est dire qu'est-ce que ça va coûter, est-ce que ça va la plus-value en fait. Et donc, bien entendu, que c'est pris en compte dans les modules d'enseignement. Merci beaucoup. Ma 2e Juste question. avant, et je vous laisse la parole, ça me donne envie de rebondir sur l'esprit critique aussi du patient. Parce que c'était revenu dans les échanges qu'on a pu avoir ensemble aussi, monsieur le doyen, sur le retour des patients qui réceptionnaient un certain nombre de données, mais qui n'avaient pas forcément le recul pour analyser ces données. Et donc, est-ce que cet esprit critique, ce sera un sujet aussi qui sera travaillé et sur lequel vous avancez avec vos adhérents? C'est vrai que, ils ont la possibilité d'avoir, avec tous les outils qui existent, un tas de données qui ne sont pas forcément toutes correctes. Donc,
il faut que la plupart du temps, les patients, lorsqu'ils ont des informations, ils vont en discuter avec un professionnel. Bien souvent, c'est leur médecin traitant, leur médecin référent. Enfin, je sais pas, le médecin qui est proche du patient. Ils vont en discuter. Ou alors, ils vont venir en discuter dans les associations de patients. Ils ne restent pas tout seuls avec leur information. Ils savent se méfier des informations qui viennent par Internet. Merci beaucoup. Est-ce que vos formations sont ouvertes parce que vous avez parlé beaucoup des parcours et donc ça m'intéresse beaucoup. Et Madame Beauchamp, vous avez aussi soulevé la problématique des outils numériques dans les parcours avec les ruptures de l'accès à ce numérique. Comment aussi réagir et s'assurer que finalement qu'il y ait une équité de prise en soin sur l'ensemble des parcours avec justement ces nouveaux outils. Mais je me demandais, est-ce que dans vos formations, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du CUBE dont vous avez parlé et est-ce que vous intégrez tous les professionnels de santé Monsieur le professeur Engoulevent, vous avez parlé des externes qui remplissent via trajectoire, mais il n'y a pas que les professionnels de santé effectivement qui peuvent remplir ces outils numériques et je pense notamment aux EHPAD où parfois ce sont des assistants administratifs qui doivent renseigner ces outils, comment aussi les faire adhérer à ces nouveaux outils du parcours de santé numérique. Merci. Merci. Oui, en effet. En fait, ce qui est génial avec le CUBE, c'est une mise en situation et on travaille en transversal. C'est-à-dire que vous pouvez faire intervenir plusieurs corps, plusieurs professionnels. Et donc, vous avez une question, une situation et donc vous écrivez un scénario. Donc, c'est l'occasion pour moi de faire un appel. Enfin, il est prévu qu'on fasse un état des lieux des différents centres de formation parce que la simulation, enfin le CUBE, qui est une simulation par immersion virtuelle, ce qui est génial, c'est que vous pouvez imaginer toute situation et vous pouvez faire intervenir tout acteur. Et donc après, c'est vraiment, vous avez une question, eh bien, on va y répondre, on va écrire le scénario et quels sont les objectifs. Enfin, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup de choses. Donc, plus vous élargissez l'éventail, eh bien, mieux vous formez les gens et mieux ils arriveront à maîtriser l'outil. Donc oui, c'est comme ça qu'en tout cas, Kérosnum a été pensé. Y a-t-il une dernière question ? Eh bien, je vous remercie. Merci à tous de votre participation. Et